Je pense que c'est l'humilité. Voilà, tu dois rentrer dans tes propres limites. Tu dois aller à la fois à la pointe de toi-même dans tous les domaines, en termes de compétences, dans ton rapport à l'autre, mais à la pointe de toi-même en termes d'humilité. Première chose sur laquelle je m'appuyais, c'était cette notion de proximité, c'est-à-dire être en permanence connecté avec mes gars pour savoir non seulement où ils en étaient, mais surtout comment ils se sentaient. Vu ce que on pouvait leur demander, jusqu'au sacrifice ultime, quelque part, il ne s'agissait pas d'envoyer des gens parce qu'ils occupaient un certain poste, mais il fallait envoyer les gens qui étaient prêts pour le faire. Moi, je m'efforçais de mettre en permanence le bon niveau d'exigence et pas d'être tout le temps sur mettre la pression sur tout le monde, etc. Donc il faut être capable de relâcher cette pression quand on est dans une unité offensive. Tu peux jamais aller en dessous d'un certain seuil de vigilance. Tu n'es jamais au repos. Donc c'est-à-dire qu'une fois que tu atteins ce seuil minimal, il faut que tu détendes au maximum les gens. C'est vrai que moi je commandais aussi beaucoup par l'humour, parce que c'est de manière à faire en sorte que les gens soient le plus élastiques, reposés possible, pour que si en plein milieu, au bout du 30e jour de mission, il y a un pic, pour pouvoir être dans cette capacité de réaction dans les 2-3 minutes. Et ça sous-tend quoi également d'avoir une connexion très forte. C'est vrai que ce que j'ai adoré dans les sous-marins, ce que tu as sûrement ressenti, c'est qu'on était dans un monde de vérité et d'essentiel. J'aime bien une phrase de René Char qui dit le superflu est toujours, l'essentiel est toujours menacé par le superflu. Quand on est désigné pour être commandant de commando ou commandant de sous-marin, on est champion du monde. On est champion du monde. Et c'est prendre ce recul pour se dire, c'est pas parce que j'ai été désigné que je suis infaillible. Et quels sont les relais qui me sont indispensables pour à la fois me préserver, mais aussi être capable de sentir ce qui se passe. Et dans nos unités, on a 2 relais essentiels. On a notre numéro 2, et on appelle ça le commandant en second. C'est vraiment celui qui est capable. On dit, si jamais je me sens en incapacité, il va être là, et je vais le préparer pour qu'il soit capable de prendre ma suite. Et le deuxième, c'est le chef des techniciens, des sous-officiers, des officiers mariniers, qui lui, avec qui on doit entretenir une relation vraiment de connivence, parce que c'est lui qui nous fait remonter l'état d'esprit, le moral, où on est chacun, parce qu'on a beau vouloir être proche, forcément, à un moment donné, les galons, etc., créent de l'éloignement naturel. Voilà. Il y a beaucoup de similitudes entre diriger dans le civil et diriger dans le militaire, on n'a rien inventé. Ce qui est sûr, c'est que une des grosses différences, c'est la finalité de l'action. Et c'est ça qui, à un moment donné, permet peut-être d'avoir un regard un peu plus approfondi sur la notion de direction. Il y a quand même des choses qui nous surprennent. Pas systématiquement, mais sur lesquelles on peut revenir. La première chose, c'est que on observe souvent des dirigeants qui ont de la réticence à lâcher prise, de la réticence à faire aux autres. Il y a beaucoup plus de réticence que dans notre ancien milieu. Après, la deuxième chose qui nous étonne aussi, c'est que la connaissance que les dirigeants peuvent avoir de leurs collaborateurs, je vais employer un mot peut-être un peu fort, mais je trouve qu'elle est assez superficielle. C'est-à-dire qu'ils les connaissent dans la vie normale, dans la vie de bureau, dans la vie quotidienne, mais peu ont franchi le pas d'aller au-delà et de voir quelles sont les fragilités, mais aussi les plus-values de chacun de leurs collaborateurs dans des situations qui sortent de la norme. Ce pourquoi finalement nous on est préparés dans nos métiers de guerre. On rencontre souvent des gens, des dirigeants qui se plaisent, ou en tout cas qui naturellement complexifient les situations. Nous, dans notre ancien métier, dans les opérations spéciales, on a un peu passé notre vie à faire l'inverse. Ils ont, oh là, la situation est plutôt compliquée. Si on veut pouvoir la résoudre, il va falloir qu'on trouve des choses simples à faire. Voilà. Ça reste le chef à la tête d'une aventure humaine, au profit d'un groupe, au profit d'un intérêt commun.
Et ce qui différencie finalement la direction du commandement, le fait de diriger ou de commander, c'est uniquement le contexte, mais l'aventure est identique. La différence que j'ai pu constater, c'est il faut que nous, on ait cette sagesse et cette humilité de s'adapter, parce qu'on a une relation donc au personnel, aux collaborateurs civils, qui exige plus de concertation, plus de diplomatie, plus de pédagogie, et ça c'est parfaitement normal. Je me souviens un type de l'équipage de Perron qui avait traversé l'Atlantique, qui avait battu un record. Le type, il avait dit, je connaissais même pas son nom, mais je me souviens de la phrase dans Paris Match. Le type disait, un équipage qui sourit, c'est un équipage qui va vite. Voilà, le type, voilà, il avait cette fulgurance. Bon ben voilà, et je pense qu'un leader dans le monde complexe moderne, avec les enjeux, il faut d'abord que, dès lors qu'il est entouré par des gens de bonne composition, il faut qu'il recherche le sourire, la bienveillance, le bien-être. Et là, de toute façon, il n'a pas d'arrêt maladie. Il y a des gens qui restent après les heures de travail pour justement, parce qu'ils se sentent appartenir à un groupe, ils se sentent valorisés, et on est toujours dans ces mêmes logiques. Pour beaucoup de dirigeants qu'on a côtoyés ou qu'on accompagne, il y a une vraie difficulté à relâcher la pression. Parfois c'est pour de bonnes raisons, parfois c'est aussi peut-être par mauvaise conscience, mais on sent qu'il y a toujours la pression du business, les KPI, les revues quadrimestrielles, etc., et que c'est une espèce de roue à cliquer sans retour. C'est en permanence l'inflation, et il n'y a jamais, comme nous on a pu vivre dans nos séquences opérationnelles, ces moments où on relâche tout, on se pose, on fait autre chose, on pense à autre chose, etc. Ça c'est quelque chose aussi moi qui m'a beaucoup marqué. Tout est pareil, jusqu'au moment où il y a une décision vitale à prendre. C'est là qu'on endosse la casquette du commandant. Je pense que la différence, elle est, si on veut en trouver une, entre commander et diriger, c'est sur ces moments qu'on n'a pas tous forcément vécu, mais auxquels en tout cas on s'est tous préparés lorsqu'on endosse des fonctions de commandement. Dans la marine, quand vous êtes en position de commandement, de responsabilité, vous le savez que vous n'êtes que locataire de vos fonctions. On vous confie un outil qui est formidable pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec comme mission, bien sûr, qu'il soit opérationnel, si possible, de le rendre un petit peu meilleur que celui qu'on vous a confié, mais surtout de préparer vos successeurs à prendre le relais. Et ça, c'est quelque chose qui est naturel chez nous, parce qu'on est baigné là-dedans dès qu'on est dans la marine. Dans les entreprises, évidemment, on n'est pas du tout sur ce même niveau de partage ou de préparation, pour un certain nombre de raisons, des successeurs.